Il faut vraiment que les citoyens soient conscients des enjeux. Il y a beaucoup de désinformation. La neutralité, elle a un impact sur notre sécurité. Est-ce qu'on veut être le médecin de l'humanité ou le laquais des puissants ? Bienvenue pour En Vérité, le podcast de ProSuisse. Nous tournons aujourd'hui dans la Maison Dufour à Genève. C'est un lieu particulier, chargé d'histoire, consacré à l'une des figures les plus emblématiques de notre pays, le général Guillaume-Henri Dufour. Alors, je remercie la Fondation Maison Dufour et la section genevoise de la Nouvelle Société Helvétique d'avoir permis ce tournage ici. Et nous allons pouvoir parler du lieu dans lequel nous nous trouvons parce que c'est le salon Croix-Rouge où on peut admirer le texte intégral de la première convention de Genève, nous allons en parler, et qui a posé les fondements du droit international humanitaire moderne. Et au fond de cette salle figure également une reproduction du célèbre tableau d'Armand Dumaresque représentant la signature de cette convention. Donc une œuvre emblématique conservée dans la salle de l'Alabama qui se trouve à l'hôtel de ville de Genève. Et pour cette interview, nous avons un invité, bien sûr. Il s'agit du docteur Samuel Sommaruga. Bonjour. Bonjour Léna. Alors, Dufour et le CICR, nous allons en parler avec vous parce que vous avez un lien avec tout ça. Vous allez nous expliquer pourquoi avoir voulu tourner cette interview dans un lieu en lien avec le CICR. Déjà, la maison Dufour, comme son nom l'indique, c'est la maison du général. Il a vécu ici, si je ne me trompe pas, de 1845 à 1875. Et ce que j'aime, c'est que c'est un Genevois un peu typique. Il vient d'une famille de réfugiés, français en l'occurrence. Ensuite, il va faire carrière militaire en France. Et il revient en Suisse à Genève. Et il devient suisse en même temps que Genève, lorsque la Suisse est rattachée à la Confédération. C'est lui aussi qui pendant la guerre de Sonderbourg en 1847 va réussir à réunifier les Suisses en évitant le bain de sang, parce que dans beaucoup de guerres civiles, malheureusement c'est souvent le cas, et il gagne le titre de pacificateur. Ce qui est une figure qui le rend comme une figure quasiment messianique pour la Suisse, parce que la première fois que ce terme a été utilisé, c'était chez Saint Nicolas de Flux, que vous savez, le saint patron de la Suisse. Ça a été aussi ensuite un serviteur de l'État. Et évidemment, et ça c'est aussi pour ça qu'il est connu, ça a été le fondateur de la Croix-Rouge. Donc c'est profondément, le général Dufour, un Genevois. C'est profondément un homme porté vers l'international, avec une ouverture sur le monde. Et puis aussi, c'est un homme de dialogue. Cette maison Dufour, elle est aussi un lieu de dialogue, un lieu de discussion, un lieu d'union. Il y a maintenant, sauf erreur, une vingtaine ou une trentaine d'associations qui ont leur siège ici. Donc la maison Dufour est un lieu de dialogue. Le général Dufour était un homme de dialogue et j'espère que la Suisse et Genève resteront des lieux de dialogue et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors le général Guillaume-Henri Dufour, qui est l'un des rédacteurs du projet initial de la première convention de Genève, qui est l'un des fondateurs du CICR, premier président d'ailleurs de celui-ci. Et vous avez grandi avec un grand-père qui présidait le CICR pendant les années les plus dramatiques de l'après-guerre froide, Rwanda, Balkans, Tchétchénie. Est-ce qu'on parlait de tout ça à table chez les Sommaruga ? Je dirais oui, à table ou dans les réunions de famille qu'on avait, mais pas forcément comme on l'imagine. C'était pas quelque chose d'officiel, quelque chose d'organisé, c'était plutôt naturel. Alors pour ce qui est par exemple de l'épisode du Rwanda, j'avais plus ou moins 5 ans, donc c'est pas quelque chose que j'ai vu ou que j'ai vécu. Par contre c'est vrai que pendant l'épisode des Balkans, c'est des choses qu'on voyait, on sentait, et puis petit à petit, en fait, on a découvert notre grand-père comme quelqu'un d'un peu plus que notre grand-père. C'était une figure qu'on voyait à la télé, qu'on voyait dans les journaux. C'était une figure vraiment qu'on comprenait qui œuvrait pour la paix et qui œuvrait pour protéger les faibles. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très inspirant. Alors, je dirais que petit à petit, on a commencé à découvrir l'homme politique, ou en tout cas l'homme humanitaire qu'il était. Et on a aussi reçu un peu par osmose, à travers son éducation, son amour et sa générosité, des valeurs de protection de la dignité humaine, qui étaient profondément ancrées dans sa foi catholique, mais aussi des valeurs de respect, et puis des valeurs vraiment d'ouverture sur le monde. Et je pense que c'était vraiment ses qualités. Et puis évidemment, je le répète, c'était un homme de dialogue. Je me rappellerai d'une anecdote qui me disait quand j'avais environ 16 ans, où j'étais militant d'extrême gauche,
où je critiquais très fortement l'ONU comme étant au service des impérialismes, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Il me disait, mais l'important, c'est pas ce qui se fait à l'ONU, l'important, c'est qu'on puisse être un endroit où on puisse discuter et se retrouver pour construire la paix. Donc voilà, c'est un peu l'expérience que j'ai eue et ce que j'ai vécu avec mon grand-père. Alors, on a parlé de votre grand-père, mais finalement pas de vous, Samuel Sommaruga Kiedu. Écoutez, moi, je suis un médecin, je suis catholique, je suis père de famille, j'ai 5 enfants. Je suis entrepreneur aussi, j'ai une clinique médicale à Genève. Et puis, je suis un amoureux de Genève et du Tessin, donc je suis originaire. J'aime me targuer d'avoir des origines en même temps paysannes du côté de ma mère et un peu plus aristocrate du côté de mon père. Et j'ai eu la chance et le privilège aussi de pouvoir étudier aux États-Unis. C'est là que j'ai rencontré ma femme qui est mexicaine et américaine. Donc voilà, un vrai Genevois, c'est ça. Alors, pour revenir à votre grand-père qui est décédé en février 2024, est-ce que vous lui avez parlé de votre vision de la Suisse et de votre volonté de vous engager à votre tour pour la paix avant sa mort? En fait, mon grand-père, à la fin de sa vie, était un homme diminué, physiquement, aussi au niveau de ses capacités cognitives. Donc, les contacts qu'on avait, c'était vraiment des contacts très simples, des contacts de présence, quelques paroles. Ce qui m'a le plus marqué pour parler de lui à la fin de sa vie, ça a été son enterrement. Parce que c'était vraiment un enterrement à son image. C'était une cérémonie qui était simple. C'était une cérémonie qui était très belle, très familiale, où il y avait vraiment tous les neveux. On est une vingtaine de petits-enfants, où on a tous chanté ensemble. Il y avait des hommes politiques de tous les bords, de tout l'éventail politique, de la gauche à la droite. Et il y avait aussi, et ça je pense c'est l'événement le plus marquant pour moi, des représentants de toutes les religions. Et c'était assez intéressant parce qu'il y avait un imam, un rabbin, enfin un imam genevois, un rabbin genevois, un pasteur genevois et un ancien évêque genevois. Et en fait, c'était ses amis. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que ça montrait aussi à nouveau que c'était un homme de dialogue, c'est un homme qui pouvait discuter avec tout le monde et qui finalement incarne cet esprit de Genève qui est la capacité à parler avec les gens et à faire en sorte qu'on puisse créer des liens avec eux. Et donc, on a parlé de Cornelio et votre père, eh bien, c'est Carlo Sommaruga, une figure connue du Parti socialiste genevois. Le PS ne soutient pas l'initiative sur la neutralité. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et est-ce que vous avez pu échanger d'ailleurs sur le sujet avec votre père? Avant de commencer à parler de mon père, j'aimerais dire que j'ai un profond respect et une profonde admiration pour lui. C'est un homme d'une grande intelligence. J'admire son parcours. J'admire son courage politique, même si je suis pas d'accord avec lui sur quelques points. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur en fait de se battre pour ce qu'il croyait juste, même s'il avait des ennemis très féroces en face de lui. C'est quelqu'un aussi avec une grande force de travail et tous ces éléments combinés font de lui un homme politique solide, probablement un des plus solides de Suisse romande et de la Suisse de manière générale. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu de la peine à comprendre sa position. Faut comprendre que c'est quand même quelqu'un qui fait partie de la gauche du PS, l'aile plutôt syndicaliste, l'aile internationaliste. Et c'est vrai que l'adoption d'une doctrine de neutralité flexible, hein, qui est en fait un alignement sur les blocs, plutôt que d'avoir une politique autonome et de neutralité, finalement, c'est suivre l'OTAN, suivre Trump ou suivre Bruxelles. Et c'est vrai que, en tant qu'internationaliste de gauche qu'il est, en tant que syndicaliste de gauche qu'il est, c'est une position que j'arrive pas à comprendre. Et donc vous, à quel moment est-ce que vous avez réussi à parler de ça avec lui? Est-ce que c'est tendu ou... Non, écoutez, avec mon père, je m'entends très bien. On se voit comme un père et un fils. Il a ses enfants, j'ai les miens, il a ses obligations professionnelles aussi. On s'appelle de temps en temps, on s'écrit et on se voit au repas. Actuellement, on a un petit peu échangé, mais c'est pas une discussion de fond qu'on a eu actuellement sur le sujet. Parce que la politique, est-ce que c'est un sujet qui était abordé déjà quand vous étiez enfant, adolescent, à table? Et comment? Ouais. C'est vrai que avec mon frère et mes sœurs,
on a vraiment, on est né dedans. Hein. On est né dedans. Je veux dire, je me rappellerai de ces épisodes où en fait, on regardait le téléjournal dès l'âge de 5 ans avec mon frère, et en fait, tous les soirs, c'était un peu le rituel. On regardait le téléjournal, et puis en fait, on était jeunes, on comprenait pas grand-chose. Et puis notre père, il nous expliquait déjà les conflits qu'on voyait, les choses politiques. On comprenait ce qu'on pouvait, et c'est vrai qu'on a eu cette exposition très très précoce. Il nous expliquait le monde finalement, les conflits, les choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose dans mon éducation que j'ai beaucoup aimé. On a suivi ses campagnes politiques. Quand il a essayé d'être maire de Tonnet, qu'il a pas réussi, mais qu'après il a le Grand Conseil. Donc on l'a soutenu, on a fait de la pub avec nos amis. On le voyait à la télévision, dans les médias. Et c'est vrai que on a eu toujours beaucoup de fierté avec mon frère de nos pères, qu'on partage ses opinions ou pas. Je pense qu'il nous a transmis aussi à travers son éducation, à travers toute notre jeune enfance et l'adolescence, vraiment un esprit d'ouverture, un esprit de solidarité, et puis surtout l'idée de se battre pour ce qui est juste. Peu importe les conséquences, l'important c'était d'aller se battre pour ce qui était juste. Ce qui m'a ensuite entraîné à m'engager auprès des Jeunesses Socialistes, où j'étais vice-président il y a maintenant presque 15 ans, je pense, ou quelque chose comme ça. Je suis engagé, j'étais militant chez UNIA, les Jeunesses UNIA. J'ai fait partie aussi de Die Funke, qui est un mouvement marxiste révolutionnaire international. Je faisais partie de la section suisse. Et puis, j'étais aussi militant castriste et chaviste à l'époque de Chavez. Donc, c'est vrai que ça m'a permis, en fait, de développer un côté militant. Et puis pour la petite anecdote un peu drôle, c'est que mon premier voyage seul, ça a été de partir à Cuba en brigade de travail communiste tout seul pendant 3 mois. Donc voilà. Wow. Alors oui, on parlait de politique et surtout de politique de gauche à la maison. Voilà. Ah oui, une forte imprégnation. C'est intéressant de savoir que vous avez eu ce passé de jeune militant, alors qu'aujourd'hui vous n'êtes inscrit dans aucun parti. Pourquoi ? Alors, déjà, j'aime la liberté et j'aime être libre. Je crois que comme beaucoup de Suisses, je préfère voter pour des personnes que pour des partis. Je préfère voter aussi pour des idées que pour des partis. Alors évidemment, j'ai des sympathies pour certains partis, certaines visions de la société, et puis il y a des choses que je préfère à gauche et d'autres que je préfère à droite. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment un manque de temps énorme. Je suis médecin, je suis entrepreneur, je fais du sport 4 fois par semaine, et puis j'ai 5 enfants entre 7 ans et 3 mois. Donc c'est vrai que je n'ai pas le temps pour ça, mais par contre, c'est vrai que le thème de la neutralité m'a un peu réveillé. C'est quelque chose où j'ai vu qu'il y avait un risque vital, je dirais, et même systémique pour la Suisse. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et puis fort du bagage d'éducation de mon père, de mon grand-père et de tout ce que j'ai pu vivre avant, je me suis dit que je devais mettre ça à disposition des gens de bien qui voulaient préserver la Suisse et sa neutralité. Alors, vous êtes médecin généraliste, on l'a dit. Dans votre pratique, vous soignez tout le monde sans distinction. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre l'éthique médicale et le principe de neutralité ? Ah oui, pour moi c'est évident. Je pense que vous voyez, quand quelqu'un rentre dans mon cabinet, je le soigne quoi qu'il arrive. Peu importe sa religion, peu importe son origine ethnique, ses orientations ou même ses opinions politiques. C'est quelque chose qui m'importe peu. Je demande pas de savoir dans quel camp sont mes patients. L'important, c'est que je puisse les soigner et prendre soin d'eux. Et je pense qu'il doit en être de même pour la Suisse. Et la neutralité, c'est ça finalement. C'est ne pas choisir son camp, même si on a des affinités morales ou politiques avec un camp, mais d'être capable en fait de soigner, c'est-à-dire en fait de prendre soin des personnes qui souffrent des crises humanitaires, d'être un médiateur et puis d'être constructeur de paix. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible si on perd cette neutralité. J'aime bien, quand on parle de neutralité, parler de l'image de la table. C'est que depuis quelques années maintenant, pour des raisons soit d'ego, soit des raisons financières ou parfois par manque de vision, il y a une certaine partie de la classe politique suisse et certains lobbies qui aimeraient que la Suisse ait une place à la table des grands. Et finalement, ce qu'ils ont eu, c'est un strapontin, alors qu'en fait, on avait le privilège d'être la table des grands.
Et puis je pense que le 27 septembre, quand on votera, une des questions qu'on posera aux Suisses, c'est est-ce que vous préférez être la table des grands ou être assis au strapontin? C'est une vraie question. Le CICR est né dans cette ville il y a 160 ans. Son emblème, la Croix-Rouge sur fond blanc, c'est le drapeau suisse inversé. Est-ce que la neutralité suisse et l'action humanitaire sont pour vous indissociables? Oui, c'est évident, mais si vous me permettez une correction, sauf erreur, ça n'avait pas 160 ans, mais 163 ans, si je veux être puriste. Ah, c'est bien d'être précis, merci. C'était le 17 février 1863, donc oui. Mais oui, alors effectivement, c'est tout l'écosystème en fait de la neutralité suisse. C'est l'aura de la neutralité suisse qui a permis au CICR de devenir déjà le bras humanitaire de la Suisse. Et puis, c'est vrai que le CICR n'aurait pas pu être présent sur les lieux de conflit ou lors de crises humanitaires, dans des endroits où personne d'autre n'avait le droit d'aller, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. S'il n'y avait pas derrière l'aura de la Suisse. Vous pouvez bien imaginer que si le siège du CICR était à Washington, Moscou ou Shanghai, il y aurait des lieux où le CICR n'aurait pas pu aller. Donc c'est évident qu'il y a un lien entre neutralité, la neutralité suisse et la capacité d'action du CICR. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement le CICR qui a bénéficié de cette aura de neutralité. Si on prend l'exemple de la Société des Nations, qui s'est installée en 1918 à Genève, grâce au lobbying féroce de Gustave Ador. J'aime bien la personne de Gustave Ador, c'est le neveu de Gustave Monnier, qui est le fondateur du CICR. Et Gustave Ador, ça a été un des présidents du CICR, un conseiller fédéral et évidemment un serviteur public suisse et genevois qui a amené finalement la Société des Nations à Genève. Et cette Société des Nations, en 1919, pendant l'entre-deux-guerres, en fait, elle trouvait tout son sens à Genève, qui avait réussi, et à la Suisse, qui avait réussi à rester en dehors des conflits grâce à cette neutralité. Et ça montre en fait la valeur de la neutralité et les conséquences positives d'une neutralité qui est clairement définie en fait. À l'époque où on rentre pas en conflit et on reste en retrait pour être faiseur de paix et pour accueillir les gens pour discuter. Alors Genève abrite l'OMS, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, des centaines d'organisations. Qu'est-ce qu'on perd concrètement si la Suisse perd sa crédibilité de pays neutre? On a déjà perdu une partie de l'image. J'ai vu un de vos interviews avec un ancien ambassadeur suisse, Georges Martin. Voilà, oui. Exactement. Monsieur Martin, et il le dit clairement. La Suisse a déjà perdu son statut de neutralité ou son aura de neutralité pour certains pays. Il y a ceux qui considèrent la Suisse comme plus neutre et il y a ceux qui considèrent la Suisse, pour le paraphraser, et ceux qui qui se posent des questions quant à la neutralité suisse. Et je pense que le problème, c'est que cette destruction d'image, sur le long terme, elle va amener à une disparition de certaines organisations internationales qui sont déjà en train de partir, mais pour d'autres raisons. Ça va diminuer. Il y aura une diminution aussi du nombre de conférences de paix, du nombre de médiations, qu'elles soient publiques ou privées. On aura aussi une diminution des emplois qualifiés qui viennent ici et qui permettent aussi pas seulement d'avoir un vivier d'emplois qualifiés pour les organisations internationales, mais pour toute le Grand Genève et la région lémanique. Et évidemment, ça fera perdre l'influence diplomatique qu'a Genève et la Suisse et qui est unique au monde. Après, pour un versant plus pragmatique, ce qu'il faut savoir, c'est que ça amène quand même au niveau de l'économie, une attractivité économique pour la place genevoise. Et là, il y a un argument qui veut que la neutralité n'est pas seulement bonne pour l'influence diplomatique, mais pour la prospérité suisse et surtout genevoise. Donc, je pense qu'effectivement, la neutralité, comme elle est actuellement, et si elle continue de se dégrader, aura un impact sur la Genève internationale, mais aussi sur la prospérité genevoise. Et donc, pour tout ça, vous avez monté un comité genevois pour mener cette campagne en vue de la votation sur la neutralité du 27 septembre. Quelle est la nécessité, selon vous, de mener une campagne séparée du reste de la Suisse, ou du moins, que représente pour vous Genève qui fait que vous voulez vous battre pour ce canton? Ça fait un peu deux questions en une. Ouais, c'est deux questions en une, mais en fait, j'aimerais revenir d'où vient en fait cette volonté d'engagement. Comme je vous avais dit, en fait, la politique, j'avais mis un peu ça derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rappellerai toujours, c'était en février 2022, quand il y a l'agression de la Russie sur l'Ukraine. L'agression se passe, je crois, un mercredi ou un jeudi. Le vendredi, le Conseil fédéral dit « on ne fait pas de sanctions ». Et le lundi, sanctions suivies totalement, on copie les sanctions de l'Union européenne.
Et là, il n'y avait pas besoin d'avoir fait sciences politiques à Zurich ou bien à l'IHED pour comprendre en fait que c'était des pressions de Bruxelles ou de Washington et qu'on avait perdu cette autonomie et cette capacité à être nos propres dirigeants à bord. Ce qui est intéressant parce que depuis toujours, la Suisse, et ça fait partie de son ADN, hein, que ce soit dans les récits mythiques des Waldstätten ou Guillaume Tell, on a toujours eu cette volonté de s'affranchir de l'influence des grands, d'être capable de s'autodéterminer. Et puis là, on sentait qu'il y avait vraiment cette mainmise sur la politique étrangère suisse de forces extérieures. Alors moi, ça m'a choqué. J'étais vraiment étonné. Et en fait, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance et le privilège d'étudier à l'étranger. J'ai eu des amis dans les semaines, les mois qui ont suivi, qui m'ont appelé des États-Unis, d'Asie, d'Afrique ou même d'Europe de l'Est. Ils disaient, Samuel, qu'est-ce qui se passe? La Suisse, elle est plus neutre. Ils m'envoyaient des articles de journaux, soit américains, soit d'autres pays. Ils disaient, ah, mais en fait, vous êtes plus neutre, qu'est-ce qui se passe? Un peu sur le ton de la boutade. Certains d'autres un peu plus inquiétés, qui demandaient ce qui se passait. Et c'est vrai qu'il y a eu un effritement de l'image de la Suisse à l'étranger. Alors les opposants de l'initiative nous disent non, mais ça c'est pas vrai, la Suisse a toujours la même image, etc. Non, en fait c'est faux. On voit, et en fait si on a un réseau international, on se rend compte que la Suisse, elle a une image qui est abîmée. La neutralité, c'est pas seulement comment dire, ce qu'on dit être, mais c'est comment on est perçu. Je pense que si l'Iran demain dit à Israël je suis neutre, faut pas m'attaquer, je suis pas sûr que Israël l'accepte. Vous voyez, si je rentre dans un exemple extrême. Et je pense que dans une moindre mesure aussi, la Suisse, c'est aussi ça qu'elle doit être consciente, et puis c'est ça aussi que les Suisses doivent être conscients. Ça, c'était le premier épisode, donc l'agression russe sur l'Ukraine. Et puis ensuite, il y a eu, et c'est là vraiment que tout a commencé, quand il y a eu l'épisode du Bürgenstock, que certains aiment à appeler de manière moqueur le Bürgenflop, où il y a une centaine de délégations internationales qui viennent pour parler de la paix et pour construire la paix, et la Russie n'est pas invitée. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose de choquant. On sait qu'il y a certaines délégations qui sont arrivées, qui pensaient trouver la Russie, qui l'ont pas trouvé, qui sont reparties sans même participer. Et moi, j'ai trouvé ça quelque chose de... Ça m'a choqué vraiment, et là, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Le Conseil fédéral est en roue libre. Et du coup, ni une ni deux, je suis allé chercher sur Internet, et par hasard, j'ai trouvé qu'il y avait une initiative populaire qui défendait la neutralité. J'ai trouvé le texte très équilibré, et puis très simple. Les opposants de l'initiative disent tous oui, c'est trop rigide, etc. C'est mal écrit, c'est trop rigide. Moi, j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller lire ce texte et à le partager, parce qu'il est très simple, il clarifie vraiment qu'est-ce que c'est la neutralité, et les gens qui s'opposent à cette neutralité, en fait, ils n'ont pas de définition. Ils veulent une neutralité de l'eau qu'on appelle flexible, qui est un euphémisme pour dire un alignement sur les blocs. Donc, j'invite les gens à aller à lire ce texte. Donc, je contacte ProSuisse, qui avait lancé cette initiative, vraiment sans a priori, je savais même pas quelle était cette association, et d'ailleurs, je suis content d'être invité aujourd'hui pour en parler. Et je suis invité à leur assemblée générale qui faisait en avril 2025. Alors là, c'était une ambiance assez première route, suisse-allemand. En tant que roman de Genève, plutôt citadin, c'est vrai qu'on voit ça au premier route, mais on n'a pas trop l'habitude. Néanmoins, j'ai rencontré des personnes très sympathiques, très, très ouvertes, contrairement à ce qu'on peut penser par moment. Moi, je suis un genevois de rive gauche, donc vous imaginez bien des Bernois ou des gens d'Appenzell, parfois, on a un peu des a priori. Mais j'ai trouvé que c'était très sympathique. Mais par contre, arrive, et là c'est peut-être une anecdote drôle, arrive le moment du repas de midi, et là, on nous sert en fait des petits cornettos, des petites pâtes cornet trop cuites, avec une bolognaise médiocre et un pot de confiture. Un pot de compote de pommes. Et en fait, j'ai dit, ah, merci, vous m'amenez le dessert avec. Il fait, non, c'est pour mélanger. Sacrilège pour moi qui suis tessinois et avec des origines italiennes. En suisse allemand, ils appellent ça Örni mit gehackten. Et en fait, c'est un plat traditionnel suisse-allemand. Et là, je dis à un des membres de ProSuisse, je leur dis, mais écoutez, alors, votre initiative, elle est très bien. Par contre, ce style de fête avec cette gastronomie, ça passera pas à Genève, vous allez convaincre personne. Et c'est là que j'ai proposé de créer un comité à part un comité à part pour promouvoir l'initiative. Et puis on a commencé à faire alors des soirées dégustation de vin et neutralité, cigares et neutralité dans des endroits un peu plus feutrés
genevois, et ça a eu beaucoup de succès. Et actuellement, on a vraiment un engouement. On a des gens vraiment de tous les milieux sociaux, de gauche comme de droite, qui nous suivent à Genève. Et on a réussi à faire quelque chose de particulier. Donc, on a fait notre Genferei, comme diraient les Suisses allemands. Et pour l'instant, ça marche vraiment très bien. Voilà. Alors, c'est vrai que les pâtes trop cuites et la compote, c'est pas ce qu'on préfère, mais je pense que ça rappelle pas mal de souvenirs d'école de recrues à ceux qui nous regardent et qui ont fait leur service militaire. Mais à Genève, est-ce que c'est vraiment ça l'esprit du Genevois? Est-ce qu'il a besoin forcément de dégustation de vin et de cigares, ou est-ce que on peut aussi lui proposer quelque chose de plus populaire sans aller jusqu'au à la mauvaise gastronomie? Évidemment. Hein. Alors pour la petite notice, moi j'ai jamais fait l'armée, donc je l'ai jamais goûté. J'ai toujours été antimilitariste dans ma jeunesse. D'ailleurs, ouais, j'ai pas fait le service militaire. Non, c'est vrai, évidemment. Là, c'était pour montrer le contraste. Évidemment, il y a une partie de boutade, mais c'est vrai que de tous les milieux genevois, on a des retours positifs. Les gens comprennent que la neutralité, c'est quelque chose qui les protège, comprennent que la neutralité, elle est liée à leur prospérité, comprennent que la neutralité est liée à la place diplomatique et à l'aura de Genève, et puis comprennent finalement que ça fait partie de leur ADN, de l'identité de la Suisse et surtout de Genève. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours exceptionnels à ce niveau-là. Vous écoutez, ça me fait penser à une remarque qu'on entend souvent en Suisse dès qu'on sort de Genève, c'est « Ah mais à Genève, de toute façon, vous êtes des Français, vous n'êtes pas vraiment des Suisses ». Qu'est-ce que vous leur répondriez? Non, je pense qu'à Genève, on est genevois, ça c'est sûr. Et puis je dis beaucoup à mes amis expatriés qui sont à Genève, je leur dis faut sortir de Genève pour découvrir la Suisse. Parce que c'est vrai qu'on est un peu un mini Singapour, un mini Paris, pas Paris, mais un mini New York, où finalement on a cette ville extrêmement cosmopolite, cette ville très ouverte sur le monde, où c'est un lieu de passage. Donc on a en même temps un hub de trading, on a en même temps une place financière de banque privée, on a en même temps des hubs industriels et technologiques. On a une université de classe mondiale, on en a un aéroport international, on a des sièges des plus grandes sociétés au monde dans différents domaines. Donc c'est vrai que Genève, c'est comme un ovni dans le paysage du monde, une petite ville avec autant d'influence. C'est inimaginable. Et je pense que c'est ce qui fait la particularité de Genève. Et puis c'est vrai qu'à Genève, on est d'abord genevois avant d'être suisse. Donc ça, c'est vraiment important. Mais suisse quand même. Mais suisse quand même. Je sais que proche de votre comité, il y a des gens du monde sportif. Le CIO est à Lausanne depuis 1915. Il a fui la Première Guerre mondiale et s'est installé en Suisse, précisément à cause de la neutralité, ou grâce à la neutralité. La FIFA a suivi en 1932. On parle de 50 fédérations sportives internationales sur sol suisse. Est-ce que les Suisses mesurent ce qu'ils risquent de perdre? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mesurent pas ce qu'on risque de perdre et ce qu'on est en train de perdre. Alors effectivement, il y a des gens de la gouvernance mondiale du sport, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la FIFA et l'UEFA, le CIO, c'est les plus connus, mais il y a environ une cinquantaine de fédérations internationales. On a des gens dans ces fédérations à des positions très élevées qui nous soutiennent, qui par devoir de réserve ne prennent pas des positions publiques, mais qui sont très inquiets pour la neutralité et qui nous transmettent leur soutien. Et d'ailleurs, je les salue, je les remercie pour ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la neutralité suisse, elle n'est pas sans raison, ou elle n'est pas. C'est un facteur décisif de l'implantation du comité olympique et des fédérations sportives. Pourquoi ? Parce que c'est un pays, ça a été au début du XXe siècle et c'est toujours un pays stable. C'était un pays qui était indépendant des blocs. Donc ça, de nouveau, on répète l'histoire des blocs en 14-18, en 39-45, pendant la guerre froide. Et comme elle était indépendante des blocs et des conflits politiques, ça a permis en fait que les fédérations de sport trouvent un partenaire en fait compatible avec leur propre désir d'indépendance. Donc ça a été forcément un facilitateur. J'en veux pour preuve, par exemple, l'établissement du comité olympique à Genève, qui a été fait par Pierre de Coubertin, qui lui-même était deuxième président du comité olympique de 1896 à 1925, et qui, en 1915, a fait venir, depuis la France, qui était en guerre à l'époque,
le comité olympique à Lausanne. Alors, il y avait des affinités avec Lausanne, évidemment, dont ils voulaient faire la nouvelle Olympe, mais il y avait aussi le fait que la Suisse était un pays stable, un pays neutre, loin des conflits. Et ça c'était compatible avec sa vision du sport, qui était que le sport devait unir les gens et que le sport était au-dessus des combats entre États ou entre blocs. Et c'est ce qu'était la Suisse à l'époque. Alors évidemment, il y a aussi le droit suisse, qui était beaucoup plus intéressant et plus flexible que le droit européen. Et on voit ce même problème, cette même dichotomie aujourd'hui. Il y a aussi un système financier en Suisse qui est très performant. Et puis, il y avait aussi tout le réseau diplomatique suisse qui a permis de développer ces fédérations et cette gouvernance mondiale du sport. Alors évidemment, on parle souvent ici en Suisse romande de la FIFA, de l'UEFA et des scandales qui sont liés. Mais ces scandales, nous on en parle beaucoup au niveau local. Parfois on se pose la question, est-ce que c'est... comment est-ce qu'on est perçu? Est-ce que c'est mal d'avoir la FIFA ou l'UEFA à Genève? Mais alors qu'en fait, pas du tout. Quand vous regardez à l'international, c'est vraiment l'aura de la FIFA, l'aura de l'UEFA, ça a une image extrêmement positive sur Genève. Sur Genève. Sur la Suisse, c'est un lapsus que je fais. Et personne ne reproche à la Suisse, en fait, personne ne reproche à la Suisse d'accueillir l'UEFA et la FIFA. C'est une belle image, ça augmente le soft power de la Suisse. Et le fait que la Suisse ait été neutre et l'est toujours, malgré cet effritement, maintient la FIFA et l'UEFA ici. Si on perd notre neutralité, qu'est-ce qui empêche la FIFA, l'UEFA ou le CEO d'aller dans d'autres pays? À Dubaï, même à Vienne ou dans d'autres pays. Je pense qu'il faut garder en tête aussi après un élément plus pragmatique et là c'est aussi d'être à penser, c'est qu'aussi toutes ces fédérations, il y a des flux financiers qui servent la Suisse avec de nouveau des emplois qualifiés, des flux financiers positifs pour la Suisse avec un revenu conséquent et vraiment le soft power diplomatique de la Suisse qui s'exprime à travers ça. D'ailleurs, il y a des très bons articles qui sont publiés par le Swiss Institute of Diplomacy, SwissDo, qui parle de ces analyses de football et diplomatie, sport et diplomatie, Jeux olympiques et diplomatie. Et puis j'invite les gens qui nous écoutent à aller regarder. C'est vraiment extrêmement bien fait et détaillé. Alors la neutralité, on en parle, mais pour vous, c'est quoi la neutralité aujourd'hui? Votre définition, pas celle du traité de Vienne. Moi, j'aime bien les auteurs grecs et les auteurs latins. Alors, je parle pas grec ou latin, mais j'aime les lire. Donc, j'aimerais bien revenir à la racine latine du mot. Neutrum, neutrum, c'est neutrum, c'est-à-dire c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ça veut dire qu'on n'est pas dans un camp, mais ça veut dire qu'on est l'intermédiaire. Et en fait, il y a beaucoup de valeur à l'intermédiaire. Demander à un courtier en assurance ou un courtier immobilier, mais l'intermédiaire, blague à part, a une valeur extrêmement importante. Et en fait, la neutralité, ce n'est pas, comme disent les détracteurs de l'initiative, se cacher. Au contraire, et d'ailleurs c'est très bien spécifié dans l'initiative, que ça doit être au service de l'autre. La neutralité, elle doit être avant tout une neutralité de service. Une neutralité de service pour la construction de la paix et une neutralité de service pour les gens victimes de conflits et de crises humanitaires. Et pour moi, c'est ça la vraie définition de la neutralité, et c'est celle qu'on veut protéger. C'est une Suisse pas qui est recroquevillée sur elle-même, mais une Suisse qui est ouverte, qui garde à équidistance ses partenaires diplomatiques. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas alignée d'un point de vue moral plus sur les uns que sur les autres. Évidemment qu'on était plus proche du bloc occidental que de l'URSS. On peut avoir des affinités, mais par contre, soyons à équidistance de nos partenaires dans le but d'être des artisans de paix, dans le but d'être des gens qui vont aller soulager les souffrances des gens et de garder cette légitimité. La Suisse, elle a vraiment une place au sein des nations, une place privilégiée, une place spéciale pour ce rôle-là. Et avec tous les conflits actuels, tout ce qui se passe, que ce soit au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou en Asie, un lieu comme Genève et comme la Suisse, fort de sa neutralité, gagne en valeur de manière spectaculaire. Parce qu'on a besoin plus que jamais de lieux non partisans où les gens vont pouvoir venir discuter et construire la paix. Alors, on va voter le 27 septembre 2026 sur l'initiative pour sauvegarder la neutralité. Pourquoi était-il nécessaire d'aller jusqu'au peuple pour ça? Le peuple suisse, et les Suisses de manière générale,
se rendent compte qu'il y a une dégradation de l'image de la Suisse à l'international. Personne n'est dupe. Les Suisses le voient, et puis ils ont des retours de l'extérieur qui le confirment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé sur les 5 et 10 dernières années, plus ou moins, mais avec aucun débat démocratique. Ça veut dire que ça s'est fait sans que le souverain, parce que le souverain en Suisse, c'est pas le Conseil fédéral, c'est pas le président de la Confédération, c'est pas le Conseil national ou le Conseil des États, c'est le peuple suisse. Et le peuple suisse, sur une question aussi fondamentale et aussi vitale, n'a jamais été consulté. Donc cette initiative, elle est vraiment extrêmement importante parce qu'en fait, elle permet aux Suisses de faire une correction. De dire, attendez, ne prenez pas ces libertés-là, elles détruisent la Suisse, soyons ce que nous avons toujours été, un lieu de dialogue, un lieu d'échange et un lieu d'aide humanitaire et d'aide internationale. C'est ça qu'elle veut faire, cette initiative. Alors, vous présidez le comité pour la Genève internationale et sa neutralité, le COGIN. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli d'ici le 27 septembre ? Je pense que déjà, il faudrait que chaque citoyen soit vraiment conscient des enjeux. C'est vraiment primordial parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Il faut vraiment que les citoyens soient conscients des enjeux. Et je les invite vraiment, si vous entendez ce message, lisez l'initiative. Il faut lire l'initiative et être conscient de ce qui va se passer si elle est acceptée et si elle est refusée. La neutralité, elle a un impact sur notre sécurité, elle a un impact sur notre économie et notre prospérité, elle a un impact aussi sur la puissance diplomatique et les bons offices de la Suisse, et puis elle fait partie de notre ADN, notre identité. La question que les gens doivent se poser le 27 septembre, c'est est-ce qu'on souhaite être le médecin de l'humanité, dans quel cas on vote oui, ou est-ce qu'on préfère être le laquais des puissants, auquel cas on vote non. Et c'est vraiment la question que les Suisses doivent se poser. Est-ce qu'on veut être le médecin de l'humanité ou le laquais des puissants ? Très, très belle façon de conclure. Alors, est-ce que vous auriez encore quelque chose à rajouter à ça, auquel cas je vous laisse nous dire le dernier mot pour les Suisses qui hésitent encore ? Je pense que le plus important, c'est que les Suisses comprennent que la neutralité, elle appartient à aucun parti et à aucune génération. C'est le plus important. Pendant des siècles, la neutralité, elle a permis la cohésion au sein du peuple suisse, que ce soit pendant la guerre de 30 ans, que ce soit pendant les guerres 14-18 et d'autres conflits. Elle a permis aussi une indépendance vis-à-vis des puissants, et ça fait partie de l'ADN de la Suisse, de ne pas s'aligner sur les blocs, que ce soit l'Empire Habsbourg ou l'OTAN. Et puis, elle a permis à la Suisse d'avoir ce rôle unique au monde, justement, de médiateur, de faiseur de paix et de soutien à l'aide humanitaire pour les gens qui souffrent. Donc, le 27 septembre, je pense qu'on a la responsabilité de décider qu'est-ce qu'on veut transmettre aux prochaines générations. Et je pense que la question va être, est-ce qu'on veut être la table ou le strapontin ? Et est-ce qu'on veut être le médecin ou le laquais ? Merci en tout cas beaucoup pour cette belle image, le médecin ou le laquais. Je pense que le choix est rapidement fait, le bon sens, le médecin pour se mettre au service du monde. Merci beaucoup, Dr Samuel Sommaruga. Merci, Léna. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast d'En Vérité.